Aujourd'hui, à la joute. On disait à M. Trudeau, c'est plus le temps des beaux discours, c'est le temps d'agir. À quelques semaines du budget fédéral, François Legault, au nom de ses collègues des autres provinces, met de la pression sur Justin Trudeau à quelques semaines du budget fédéral. Les provinces, essentiellement, veulent de l'argent en santé. Que répondra Justin Trudeau au moment où les rumeurs d'élection refont surface à Ottawa? Que la joute commence. Avec nous pour cette édition de La Joute, vous reconnaissez Tom Mulcair, Emmanuel Latraverse et Mathieu Bocoté. Bonjour à vous trois. Alors, Paul. Bonjour. Alors donc, les provinces reviennent à la charge. Mathieu, je vais aller dans l'ordre inverse que de la Joute. On va y aller logique droite à gauche. Mathieu, donc, reviennent à la charge. Il n'y a rien qui est laissé au hasard en politique. Pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, on voit venir le budget, puis il y a surtout cette pression, me semble-t-il, qui s'exerce. En ce moment, on voit venir les coûts immenses pour le système de santé à moyen, à long terme, et ainsi de suite. C'est une pression politique qui est nécessaire. Et je crois que dans la préparation du budget, on envoie le signal, c'est maintenant ou jamais. Nous n'accepterons pas d'être pris en otage par le calcul fédéral. Emmanuel? Oui, moi, je pense que les provinces n'ont pas le choix de revenir à la charge parce que si elles ne gagnent pas un engagement ferme du gouvernement fédéral à augmenter le financement de la santé de manière importante au cours des prochaines années, après ça, il va être trop tard. La réalité, c'est que le gouvernement fédéral a déjà un déficit de 380 quelques milliards de dollars. Il va déposer un budget dans lequel il s'apprête à dépenser 100 milliards de plus sur 3 ou 4 ans pour relancer l'économie. Alors, entendons-nous, les finances publiques seront cadenassées après ça pour la prochaine décennie. Et Ottawa pourra toujours dire qu'il n'y a plus d'argent dans la réserve. Alors, si les provinces ne réussissent pas à gagner au moins une partie, un engagement de la part du fédéral de mettre cette réalité d'augmenter les transferts en santé dans le cadre budgétaire fédéral à long terme, bien après ça, c'est loupé. Tom, c'est une question de gros sous, là. Les provinces demandent que la part fédérale soit rehaussée de 22 à 35 du coût total. Ça voudrait dire 6 milliards de dollars de plus pour le Québec seulement, là. Pour le Québec seulement. Oui, mais Paul, ça vaut toujours la peine de se rappeler l'origine. Oui. Hein? L'assurance médicaments, l'assurance maladie, l'assurance hospitalisation sont tous des choses qui sont arrivées au cours des 50 dernières années. L'assurance maladie telle qu'on la connaît, universelle, gratuite, transportable d'une province à une autre, ça vient d'une analyse qui a été faite il y a plus de 50 ans. Le deal du départ, si vous me pardonnez le mot, l'entente, 50-50, fédéral-provincial, parce que domaine de compétence des provinces, mais une vision pan-canadienne qui était partagée. En fait, la Saskatchewan, du NPD de Tommy Douglas, a inventé le système, ça s'est répandu à travers le pays. 50-50. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus proche de 80 pour les provinces et 20 pour le fédéral. Ça va casser. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le fédéral veut toutes sortes de conditions nationales, des conditions dictées. Et là, de plus en plus, les provinces se disent, un instant là, ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je trouve la demande des provinces tout à fait raisonnable. De faire 2 tiers, 1 tiers, parce que c'est à peu près ça qui est sur la table, je trouve que ça nous ramène un tout petit peu vers ce qui a été convenu dès le départ. Et s'ils ne le font pas maintenant, comme a dit Emmanuel et Mathieu, c'est jamais. Et en plus, c'est un fruit qui est tellement mûr pour d'autres partis politiques, puis je pense aux conservateurs, parce que Aaron O'Toole se cherche, ça n'a aucun bon sens comment leur pré-campagne va mal, c'est du n'importe quoi. Donc, si eux, ils étaient capables de saisir ça et dire, nous, on va se faire les chantres d'un système d'assurance maladie qui a de l'allure, où il y a un vrai partage, ça pourrait marcher parce que c'est sûr que c'est pas dans le budget de Chrystia Freeland. Ça, c'est sûr que M. Trudeau va essayer de tenir tête et de faire cavalier seul. Mais non. Pour 2 raisons. La réalité, c'est que politiquement, financer la santé, c'est bon pour le Canada, peut-être, pour les provinces, certainement, mais ça ne donne rien électoralement. Il n'y a aucun premier ministre qui a jamais été récompensé pour mettre de l'argent en santé Jusqu'à au maintenant. fédéral. Jusqu'à maintenant. Oui, non, mais sinon, M. Trudeau, mettons, là, même pas 28 milliards. Prenons un petit chiffre de 7-8 milliards. 7-8 milliards. Il donne ça aux provinces en santé, criquet électoral. Il met 7-8 milliards dans un programme national de garderie. Ça, les madames dans le reste du pays, ils aiment ça. Ça achète des votes. À qui tu parles d'un système de garderie à travers le Canada, Emmanuel? Un instant. On est tous d'accord là-dessus et on l'aura ce débat. Mais la réalité, c'est que le calcul politique, c'est que c'est plus payant, même si on mettait 28 milliards de dollars au complet, le calcul des libéraux, je l'explique, je le défends pas. Je dis que c'est plus payant de mettre de l'argent dans des garderies,
dans les bases d'un programme d'assurance, médicaments, vagues, on ne sait pas c'est quoi, que de donner un chèque aux provinces pour la santé, ça, c'est clair. Mais si je peux me permettre, il y a aussi une dimension, dans la perspective de l'élection fédérale qui vient, pour le gouvernement du Québec, pour d'autres, c'est l'occasion de faire pression, effectivement, sur les autres partis pour les engager une forme de fédéralisme relativement décentralisant, de guillemets, transférer les ressources vers les provinces. Et Tom avait raison de dire, effectivement, Erin O'Toole se cherche en ce moment. Il se cherche et j'ajouterais ne se trouve pas. C'était un homme qui portait une promesse et qui, pour l'instant, est, pour le dire d'un euphémisme, décevant. Donc, s'il est capable de donner un peu de chair et de substance à son programme, à être capable de concrétiser l'idée d'une ouverture aux provinces, ça peut être un prétexte, ça peut être l'occasion, surtout qu'il se cherche un espace de progression au Québec. Si les conservateurs deviennent les porteurs de l'ouverture à la CAQ au Québec, c'est pas mauvais pour eux. Oui, Paul, si je peux juste me permettre très brièvement d'ajouter sur quelque chose que Emmanuel a dit tantôt. Je suis d'accord avec elle. Quand Emmanuel dit, c'est pas très payant pour le fédéral, juste de dire on va dépenser plus en santé. Mais il y a l'autre côté de la médaille. Parce que là, on a une fédération de premiers ministres d'un océan à l'autre, qui, sauf les quelques libéraux dans l'Est, là, que ce soit John Horgan, NPD, en Colombie-Britannique, tout le reste, c'est bleu, y compris la CAQ qui penche un peu en faveur des conservateurs pour plusieurs idéologies. Alors là, c'est pas juste une question de savoir, c'est quoi la récompense pour le fédéral, ces dépenses? C'est quoi le coût d'avoir tous ces premiers ministres dans toutes les provinces en train de marteler ça parce qu'ils ont le droit de parole pendant une élection fédérale et ils vont être présents sur la place publique. Ça, c'est juste un coup de semonce aujourd'hui. Bien, justement, la question a été posée à François Legault aujourd'hui. Oui. Avez-vous l'intention de vous faire entendre pendant une éventuelle campagne électorale, profiter de cette occasion-là pour répéter vos demandes? Bon, évidemment, notre souhait premier, ça serait que M. Trudeau répondre positivement à notre demande dans le budget qui va être déposé dans les prochaines semaines. Si ce n'est pas le cas, bien, on va poursuivre, on va continuer à faire nos demandes. Puis s'il y a une élection fédérale, bien, effectivement, on interpellera tous les partis d'opposition. Déjà, j'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines de rencontrer tous les chefs des partis d'opposition à Ottawa pour leur faire la même demande. Et donc, il y aura un débat. Oui. Mais si je peux me permettre, il y a quelque chose là-dedans. François Legault ne s'est pas gêné aux dernières élections fédérales pour intervenir, pour être capable de construire la campagne autour de ses propres thèmes. Il ne faut pas oublier la force de François Legault, c'est d'être capable d'imposer ses thèmes au Québec, qui est tellement populaire en ce moment, que même si sa popularité baissait, il serait capable de mobiliser un vrai segment de l'électorat. S'il impose ses thèmes dans la campagne, qui ne sont pas exactement les thèmes des libéraux fédéraux, s'il parvient ensuite à structurer la campagne québécoise autour d'un agenda qui est à peu près le sien, autonomiste, caquiste, nationaliste, ça renforce son pouvoir au Québec, ça donne une capacité de peser à Ottawa. Et là, ensuite, il va y avoir la course de la danse des bleus pour savoir lequel est le bleu le plus compatible avec le bleu Legault. Donc, est-ce que ce sera M. O'Toole? Est-ce que ce sera M. Blanchet? M. Blanchet ne veut pas perdre l'appui de François Legault, qui est une forme de pacte implicite qu'ils avaient eu la dernière fois. C'est plutôt bien joué de sa part, puis ça rappelle qu'au Québec, que ce soit fédéral ou provincial, François Legault considère que la politique au Québec, c'est son domaine. À une petite différence près, excusez-moi, Emmanuel, c'est que l'année prochaine, il y a une élection générale provinciale. Et l'adversaire principal, encore, du moins important encore une fois, de la CAQ, ça va être le Parti québécois, qui est tout sauf mort. Et si M. Legault ne fait pas attention... Je t'arrête, là, je t'avoue que tu m'étonnes. Là. Non, le Parti québécois est tout sauf une force terminée au Québec. Ils font une bonne job là, de se lancer avec Pascal Bérubé, notamment en Chambre. Ils amènent des sujets sur la table. Ils sont tous sauf disparus. Et si M. Legault ne fait pas attention, s'il aide trop le Bloc québécois, si ça devient une force trop présente, tout ce beau monde-là, tout leur staff, ils ont des budgets énormes en ce moment. Ça va tous aller aider le Parti québécois. Donc, c'est un dosage un petit peu plus subtil que ça pour la prochaine campagne. Donc, renforcer le Bloc, c'est renforcer le PQ, c'est ce que tu dis. C'est sûr. Mais il y a un risque pour le Parti libéral qui est en ce moment très dans une logique de mettre ses œufs électoraux, si on veut, dans le panier de la pandémie. De dire, on va aller en campagne si la vaccination fonctionne, ça, tout le monde s'entend là-dessus, d'où l'idée de repousser la date le plus tard possible. Et le message que porte M. Trudeau depuis le mois de mars 2020, c'est « Nous sommes là pour vous ». Alors, on a trop dépensé, mais on était là pour vous. Nous sommes là pour vous. Ça marche assez bien parce qu'objectivement, malgré tous les ratés, il réussit quand même à garder une avance dans les intentions de vote. Et c'est ce qui va le porter. Et il va avoir après ça son budget comme plan de relance, nous sortir de la pandémie. Si les partis d'opposition étaient habiles, ils réussiraient par ailleurs à mettre
l'état du système de santé dans le bassin des enjeux électoraux. Parce Exact. que, objectivement, pourquoi on s'est tapé une année d'horreur comme ça? C'est parce que nos systèmes de santé sont branle-ballants, parce qu'ils sont mal financés, parce qu'ils vont pas bien. S'ils avaient été vraiment en forme, justement, et en santé, la pandémie aurait été pas mal moins difficile. Justement, la question des paiements de transfert, parce qu'Emmanuel, tu disais, au fond, que c'est pas un thème qui est très, très excitant. On en convient. Ça fait des décennies qu'on parle de ça. Puis, on pense à autre chose lorsqu'on nous parle de paiement de transfert, etc., en temps normal. Mais là, il est question de l'état du réseau de santé. Et ça, tout le monde à l'écoute le comprend. Alors donc, si la relation très simple entre les paiements de transfert qui augmentent ou pas, et l'explication se fait d'une manière toute simple, l'état du réseau de la santé qui permettrait aux provinces, Mathieu et Tom, de rafistoler les CHSLD, d'accélérer la construction des maisons des aînés, de construire de nouveaux hôpitaux à la hauteur des défis sanitaires maintenant. Est-ce que ça risque pas, justement, de devenir un enjeu électoral? Ça va être un énorme enjeu. Mais c'est que la tentation Il faut qu'il y ait un d'Ottawa, il faut parti jamais qui l'oublier. prenne cet enjeu-là. C'est que quel que soit Ottawa, surtout les libéraux. Avec les conservateurs, ça peut un peu bouger, mais les libéraux n'aiment pas généralement transférer de l'argent sans condition. Ils cherchent toujours une manière, lorsqu'ils transfèrent de l'argent, de rajouter une condition, de mettre une régulation fédérale, de mettre une supervision pan-canadienne. Or, en ce moment, s'ils décident de jouer comme ça risque, à mon avis, d'être assez mal pris dans les provinces, notamment au Québec, où manifestement, les Québécois ne doutent pas que leur système de santé, c'est Québec qui s'en occupe. Et si Ottawa cherche à s'en mêler, on a l'impression que c'est une forme d'intrusion un peu illégitime là-dedans. Les pattes dans les CHSLD, on en a entendu parler. Dans le système de santé, ce ne serait pas particulièrement apprécié. Donc, Ottawa, là-dedans, a tout avantage. Ce ne serait pas mauvais, c'est mon petit désaccord avec Emmanuel, ce ne serait pas mauvais de dire, OK, on ouvre les vannes, OK, on fournit, OK, on ne fait plus obstacle, OK, on permet le rafistolage du système de santé. Il n'en demeure pas moins que je serais très surpris parce que ça va contre l'ADN du Parti libéral du Canada. Mais ça va contre l'ADN de la fonction publique fédérale, je dirais, pour une raison. Là où les provinces ont commis une erreur stratégique importante, c'est suite à l'accord de la santé signé par Paul Martin. Tu te rappelles, Paul, on était là, toi et moi, à faire le pied de grue pendant 3 jours sous Jean Charest. Ouais. Le calcul a été fait depuis que si on prend le montant que Ottawa a envoyé dans les provinces, ce montant-là a finalement servi à financer les hausses de salaire des médecins dans la majorité des provinces. Et ça, malheureusement, ça a énormément miné l'argumentaire des provinces auprès du gouvernement fédéral, parce que le gouvernement fédéral a dit « Arrêtez de vous plaindre, là. Vous avez donné, au cours des 15 dernières années, 4 milliards de dollars d'augmentation à vos médecins. C'est votre problème. L'argent n'était pas supposé servir à ça. » Et tu remarqueras qu'aujourd'hui, dans le point de presse des provinces, chacun des premiers ministres qui a parlé a pris la peine de dire « On a fait nos devoirs. On a compris. On a essayé de rationaliser nos dépenses. » Parce que c'est essentiel que les provinces démontrent que l'argent va aller au bon endroit cette fois-ci, ce qui n'avait pas été le cas avec l'argent de Paul Martin. Mais si je peux me permettre, j'ai quand même que les provinces elles-mêmes se disent on doit mieux gérer, on doit se débureaucratiser, on doit éviter de tout transférer à la caste médicale, c'est une chose. Mais que les exigences de bonne gestion viennent d'un gouvernement qui ne se distingue pas par ailleurs par sa légèreté bureaucratique à Ottawa. Les hôtels. Les hôtels, c'est ça, oui. Il y a quand même un moment donné, cordonnier mal chaussé là-dedans. Ottawa a une réforme à faire pour soi-même aussi en matière de lourdeur administrative. Donc, que le Québec se réforme, oui. Que Ottawa nous dise, pourriez-vous, s'il vous plaît, être moins pesant bureaucratiquement? On aurait envie de dire basta. Replaçons ça dans le contexte où les rumeurs sont relancées pour une potentielle élection fédérale d'ici l'été. Là. Voyons, j'entends un petit coup d'œil aux derniers chiffres de Jean-Marc Léger, son dernier sondage léger au plan national. Donc, une avance quand même considérable de 7 points des libéraux sur les conservateurs. Le NPD, Tom, qui remonte un peu. Bon, le Bloc, on n'en parle pas parce que c'est une donnée nationale et on verra pour le Québec. Et bon, le Parti vert à 6 %. Voyons pour le Québec, vous allez voir. Et là, je ne sais pas si ça vous étonne, mais les libéraux en avance à 34, 29 pour le Bloc québécois, 16 pour les conservateurs, 16 aussi pour le NPD. Je veux vous entendre là-dessus. Tom, quand tu vois ces chiffres-là... Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il y a une permutabilité orange-bleu. Ce sont des gens qui se sentent exclus du club élite libéral, qui sont souvent des travailleurs, des gens qui sont dans des classes populaires et qui voient dans les conservateurs le groupe qui disent « Allez, vous faire voir aux puissants ».
Et le NPD a toujours joué dans ces états-là. Ce qui est en train de se passer pour M. O'Toole particulièrement, le chiffre dans le sondage léger de 28 %, c'est du jamais vu. Je m'explique. Même au nadir, même quand ils sont en étiage, les conservateurs, avec Stephen Harper 2015, sa dernière élection, 30 %. Qu'à l'aube d'une élection où normalement toutes les forces vives à travers le Canada représentées par tous les premiers ministres dont on vient de parler devraient être en train de dire « Allez hop, un dernier effort, puis on peut soigner les libéraux », qu'ils soient en bas de 30 %, ça c'est un signal d'alarme, ça c'est des voyants rouges sur tout le tableau de bord pour les conservateurs. Alors, pour le NPD, ils sont en train de remplir. Leur défi, comme d'habitude, va être de maintenir ce vote-là. Puis, vous pouvez en parler à Ed Broadbent, qui est encore bien de ce monde, ou à moi. Les libéraux sont passés maîtres dans l'art de siffler la fin de la récréation pour les progressistes et dire un instant, les barbares sont à la veille de rentrer dans la forteresse. Tout le monde avec nous. On est désolé pour toutes les promesses non tenues, mais vous n'avez pas d'autre choix que de voter libéral. Ça, on va voir si Jagmeet Singh est capable de maintenir ces votes-là, parce que c'est un score redoutable pour le NPD entre deux élections. Toujours entre deux élections, mais Emmanuel, quand on regarde ça, ça amènerait un gouvernement minoritaire à la frange, mais pas très loin de la majorité quand même. Oui, mais il manque. Ce sont pas des chiffres qui, à l'heure actuelle, permettent aux libéraux de dire on part, on gagne, on l'a dans la poche. On n'est pas dans une zone de confort total encore. Ça vient avec énormément de risques. Partir en campagne électorale à 35 %, pas un risque de perdre, mais un risque de ne pas avoir ta majorité, parce qu'objectivement, le but de l'opération, c'est d'avoir une majorité. Ce qui joue, moi, je vois deux facteurs là, dans le firmament politique qu'il va falloir observer. L'histoire des vaccins. À partir du moment où on peut vacciner à 4 mois d'écart, on en parlait hier, on en parlait lundi, ça ouvre la porte vraiment à ce que les provinces aient les moyens ou la capacité ou les volumes là, pour vacciner à peu près l'ensemble de leur population d'ici la fin du mois de juin. Ce qui veut dire que tu fais une campagne électorale entre la mi-mai et le mois de juin, tu es dans la tombola du bonheur collectif de la fin du calvaire. Là. On s'entend là, pour les gens. Là. Monsieur Trudeau, il peut faire le tour du pays avec des castagnettes en train de chanter « J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi », puis ça va être difficile de ne pas lui donner raison. Il faut, ceci étant dit, qu'il n'y ait pas une troisième vague fulgurante qui viendrait tout chambouler. Et le gros avantage pour M. Trudeau, c'est que M. O'Toole ne lève pas. Oui. Il n'a pas, en ayant tellement dépensé, M. Trudeau peut partir en campagne électorale en disant « J'ai peut-être trop dépensé, mais au moins je me suis occupé de vous ». Qu'est-ce que M. O'Toole aurait fait? M. O'Toole vous en aurait moins donné. Il va dire qu'O'Toole et les conservateurs, c'est l'austérité. Mais si je peux... Ils ne seront pas là pour vous aider. C'est ça la question de l'heure. Ils n'ont pas articulé une alternative à ce discours-là, à ce jour, les conservateurs. Et moi, je peine à comprendre pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais il y a quelque chose d'assez étonnant là-dedans. C'est-à-dire, Erin O'Toole promettait d'être un candidat plus intéressant. Ne serait-ce que par sa capacité à se détacher de l'aile la plus... l'espèce de l'aile boulet du Parti conservateur qui existe, puis de s'emparer de toute une série d'autres, parce qu'il y a la pandémie, mais il ne faut jamais oublier que la population ne s'intéresse pas qu'à la pandémie. Il y a d'autres sujets qui peuvent intéresser, et Erin O'Toole laissait entendre qu'il pouvait s'emparer de ces sujets-là. Il envoie des signaux, il envoie des clins d'œil ici et là. Là, il ne parvient pas à lever. C'est pas un détail, mais je ne crois pas, cela dit, que Justin Trudeau devrait avoir l'impression de pouvoir parader, de pouvoir triompher, défiler. Sa gestion de la pandémie, en dernière instance, dans la population, il n'en sort pas si gagnant que ça. Et si les gens sont vaccinés en juin, ils vont moins se dire « Ah, c'est plutôt que prévu » qu'ils vont se dire « Enfin, Seigneur Dieu », et on a envie de passer à autre chose. Et autre chose là-dedans, ça peut être se débarrasser aussi de M. Trudeau, qui ne ressort pas de la pandémie grandie, je le redis. Oui, mais donc, ça prend une valeur sûre pour que les gens... Oui, tu peux mais dire, M. Trudeau, c'était pas génial, je peux très bien dire, M. Trudeau, c'était pas génial, sa gestion de la pandémie, mais M. O'Toole, à ce jour, n'a pas réussi à articuler comment lui aurait fait mieux, de un, et n'a pas réussi à articuler, parce qu'on va quand même sortir de cette pandémie-là les deux genoux à terre. Là. Ouais. Alors, ça prend un premier ministre qui est capable d'offrir un plan de relance, quelque chose de moderne là, qui va au-delà de construire des routes. Là. Tu prends quelqu'un qui a une vision de l'avenir du Canada, des énergies, de créer des emplois, on parle pas de des Justin inégalités. Trudeau, là. Mais non, mais
M. Trudeau, il va le mettre dans un budget, puis il va avoir 100 milliards de dollars sur la table. Non, mais- M. O'Toole, on n'a rien entendu. Emmanuel, Un 100 instant, milliards, ça, c'est de la petite monnaie, 100 milliards. Hey, hier, on parlait de 28 milliards pour la santé demandés par les provinces pour la santé. Hier, le fédéral avait combien pour des autobus électriques? 27 milliards. Allô? Qu'est-ce que le fédéral fait en train de dire à la Ville de Montréal quelle sorte d'autobus, ou hybride, pas hybride, non, électrique, c'est le fédéral qui va dicter ça. On est vraiment dans le royaume du rêve. Ils sont en train de rêver. Ils pitchent des idées. Ils n'ont rien fait pour Mais ça rencontrer marche. nos objectifs Mais je de pense- l'accord de Paris en changement climatique. Donc, du jour au lendemain, il y a 27 milliards pour des autobus électriques. Le budget va être une litanie de choses comme Mais ça. oui! Tel groupe veut telle affaire. Ah, on s'est jamais occupé des gaz à effet de serre. Ah, voilà pour l'environnement. Voici. Ça va être du grand n'importe quoi. Mais le problème, c'est que ça marche. Ben, je suis pas certain. Moi, je pense que Justin Lataxe, on a Tijan Lataxe, 1962, si je ne me trompe pas, ou 66, Justin Lataxe. C'est-à-dire, à un moment donné, la question de la dette va se poser d'une manière ou de l'autre. Ça va se peser. Ensuite, Emmanuel qui a dit que Erin O'Toole n'est pas une valeur sûre. Je pense que tous en conviennent, mais il faut beaucoup d'imagination pour croire que Justin Trudeau en est une aussi. Justin Trudeau ne sort pas de la dernière année avec le visage d'une valeur sûre. Il a eu l'impression d'être déstabilisé par la crise à bien des moments. Mais ça nous rappelle qu'au Québec, me semble-t-il, sauf à l'intérieur des châteaux forts, des bastions, ce West Island étendu qu'est la région de Montréal pour le Parti libéral, hors ce coin-là, il pourra en perdre un peu, et les différentes nuances de Mais bleu Mathieu, pourraient je regarde, le reste. revoyons le tableau des intentions de vote au Québec mesuré par Jean-Marc Léger. Les libéraux sont quand même en avance parce qu'on a beau dire, mais la situation n'est pas solide non plus pour le Bloc québécois. là. variante, Il c'est faut le vote regarder du vote. l'efficacité du vote. Mathieu a raison. Si vous êtes justement dans Jacques-Cartier, dans l'Ouest-Ville, ou si vous êtes à Ville-Saint-Laurent ou à Laval, Le vote utile, comme ça. il y a Ils ont des certaines majorités soviétiques. circonscriptions qui vont gagner par 20 000 votes, mais c'est juste un comté. Ouais. Et puis si, justement, les autres partis ramassent des comtés par 500 votes ou 1000 votes, bien, c'est un comté pareil. Donc, le vote du Parti libéral n'est pas très efficace. Il est super concentré. Mais en fait, le vote du Il Parti est moins libéral, c'est élevé un en ce méga, moment. giga West Island. Mais à un moment donné, quand Et on arrête, décide... moi, j'habite le West Island. Mais tu pourrais voter pour eux plutôt que pour le Bloc. Mais alors, si on décide de sortir de Montréal, Laval, tout ça, c'est des comtés où là, la concurrence risque d'être entre bleu et bleu. Ça ne veut pas dire que Justin Trudeau ne peut pas se percer ici et là, mais le Bloc québécois peut avoir une dynamique d'ascension. J'ajoute surtout si on ne parle pas que de la pandémie. Ah, moi, je rappelle ça. Une partie de l'électorat a envie d'entendre parler d'autres choses. Si d'autres questions plus identitaires réapparaissent, puis apparemment, ils en font partie, la question du français. À un moment donné, Mélanie Joly a cherché à se faire passer pour une folle de nouvelle Camille Lorrain. Bon, plus personne n'y croit. Le gag est fini. Mais Si la Mathieu, question dans le cas de Mélanie Joly, quand même, son opération moi, l'a réhabilité. a bien- Non, moi, je trouve que c'est un bluff là-dessus, franchement. Sauf chez les gens qui voulaient se laisser bluffer. À un moment donné, ça relève, pour moi, c'était des grenailles. Non, Donc, c'est un signe de bonne foi chez Non, les gens non, qui c'est ne une sont volonté pas dans- complètement anti-libéraux et Non. anti-Mélanie Joly. C'est parce qu'à un moment donné, il faut voir la façon dont l'électorat regarde Un ça. électeur Moi, je suis d'accord que sensible M. aux Français Trudeau... vote pas pour le Parti libéral du Canada. Dans mon livre et dans mon schème d'analyse politique, M. Trudeau ne sort pas grandi de sa gestion de la pandémie. OK? Mais objectivement, pourquoi est-ce que les Québécois pardonnent à M. Legault le fait que le Québec a quand même le pire bilan au Canada, au-delà des CHSLD, pire bilan dans la deuxième vague? Tu sais, ça va pas super bien là, au Québec. Ouais. Mais les gens le pardonnent. Pourquoi? Parce qu'objectivement, là, les gens ils regardent autour, puis quand on se compare, on se console. Ben, c'est la même chose. Oui, mais Non. le même argument tient pour le gouvernement Si je peux me permettre, j'ai un compte- fédéral. Les gens regardent en Europe, ils regardent en France. Ça va pas mieux en France, ça va pas mieux en Angleterre, ça va pas mieux en Italie, ça va mal partout. Fait qu'on peut avoir un débat ici à dire M. Trudeau a été inadéquat dans sa gestion des frontières, dans sa propension à la dépense hallucinante, et etc. Mais objectivement, les gens, ils vont regarder et dire, ben moi, j'ai pas perdu ma maison. J'ai été capable de mettre de la bouffe sur la table. Mais Je vais Emmanuel, j'ai mon juste pour te vaccin la donner semaine raison prochaine. là-dessus, regarde une autre annonce d'hier. Hier, ils ont annoncé que par hasard, ils ont fait tous les savants calculs, puis il y a juste assez d'argent, de milliards, pour prolonger tous les programmes de subvention salariale, pour mettre l'argent dans les familles, pour mettre la bouffe sur la table, justement. C'est bon jusqu'au mois de juin. C'est un hasard, ça, hein? Jusqu'au mois de juin, ils ont de l'argent. Et qu'est-ce que vous pensez que les gens vont regarder avec une élection au mois de juin? Hey, on va être où? Parce qu'il y a quand même énormément de chômage qui a été créé par la Mais vous pandémie. en pensez quoi, là, votre impression à vous des élections?
d'ici l'été? Ah oui, oui, je suis Moi, j'irais persuadé. si j'étais lui. Et S'il y a M. pas de Trudeau est en troisième train vague, s'il peut décemment y aller, avec, comme dit Emmanuel, s'il n'y a pas une troisième vague, s'il peut décemment y aller et avoir une élection, il y va. Moi, je suis persuadé. Il utilise mot à mot le même argument que Stephen Harper C'est à vrai, l'automne ça. 2008. Harper disait « Parliament has become ungovernable ». Le Parlement n'est pas gouvernable. Ah, ouais. Et M. Trudeau a dit la même chose. « Ah, ils veulent pas me donner mes projets de loi. Je m'excuse. Un, l'exécutif ne gouverne pas les élus, le Parlement. Et deux, le public vous a donné une minorité parce qu'il ne vous faisait pas confiance avec une majorité. Ouais. Faites attention à comment vous parlez. Et M. Trudeau est persuadé que c'est à portée de main. Il y va. Les vieux routiers libéraux, ils sont juste en train de mettre un peu d'huile dans le moteur de la grosse machine rouge, puis ils y vont. Une paire de mains sur le volant, Mathieu, rapidement, ça va ressembler à ça? Ben non, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir... La dynamique québécoise est loin d'être figée, me semble-t-il, et il va y avoir deux courses. Les rouges vont avoir leur base, ça me paraît évident, mais il va y avoir une concurrence entre les bleus quand même au Québec. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il existe au Québec un bloc nationaliste qui vote pas toujours le même bleu, mais qui va voter bleu dans les circonstances. Je pense pas que Justin Trudeau peut rêver exagérément pour charmer cet électorat. Emmanuel, toi aussi, tu penses que... Mais comment il ferait ça? Parce que c'est pas évident. Hein. Il risque de porter l'odieux d'avoir été responsable d'envoyer les gens d'être voter. responsable. Monsieur Non? Harper, il portait... Monsieur Harper, c'était pire. Monsieur Harper, on était en plein été, faut-il l'oublier. Le Parlement ne siégeait pas. Il a convoqué les chefs d'opposition en leur demandant « Me donnez-vous un chèque en blanc? » Ils ont dit non. Il est sorti de là, il dit « Je ne peux pas gouverner. » Puis on est allé en élection, puis il a augmenté sa minorité. L'avantage pour M. Trudeau en ce moment, ceci étant dit, c'est quand même que le Parti conservateur joue un jeu très dangereux dans son opposition systématique, je vais dire, Oui, à je suis l'adoption d'accord. des projets de loi. Et c'est vrai que M. Trudeau ne doit pas gouverner avec un chèque en blanc, mais à partir du moment où les conservateurs lui compliquent la vie en Chambre, systématiquement, il donne sur un plateau d'argent l'argument à M. Trudeau qu'on entend de plus en plus de dire « Ils me rendent la vie impossible, j'ai besoin d'un mandat. » Et prends ça, une campagne de vaccination qui va bien, un budget qui est bien reçu, M. O'Toole qui décolle pas. À un moment donné, là, tu peux pas rêver de la fenêtre parfaite, mais ça commence à y ressembler. 2 plus 2 plus 2 égale... On est tous d'accord. Peut-être une élection. Ben voilà. Voilà qui est dit. Vous ne bougez pas, on poursuit le débat dans un instant. Entre-temps, allons retrouver Pierre Bruno à la barre, bien sûr, du TVA Nouvelle ce soir. Oui, Salut, Pierre. deux invités ce soir. Le docteur Arruda, parce que vous savez que ces chiffres publiés cet après-midi par l'INSPQ laissent craindre une troisième vague à Montréal, même si on vaccine beaucoup en raison de ces nouveaux variants. Il répondra aux questions également des enfants, parce qu'en semaine de relâche, on a invité les jeunes à nous écrire beaucoup. Et Éric Martel, le président directeur général, chef de l'entreprise de Bombardier, qui vient nous parler de cette entreprise. Qu'en reste-t-il du Bombardier qu'on a connu? Et surtout, comment entend-il rétablir la crédibilité auprès des marchés de cette entreprise? On peut l'entendre, si vous voulez. Un extrait. Ce qui va être important, ça va être de livrer la marchandise. Alors, on a un premier rendez-vous en début mai qui va être les résultats de notre premier trimestre et ensuite, on en a un autre pour le deuxième. Et c'est en faisant des petits pas comme ça et en livrant les résultats que les gens s'attendent de nous qu'on va reconstruire la crédibilité de notre entreprise. Je ne sais pas si son prédécesseur l'entend. Oui. Monsieur Bellemare, hein? Monsieur Bellemare, oui. Bien, bon bulletin, Pierre. À Merci, au revoir. Ne bougez pas dans un instant. On retrouve Richard Latendresse en direct du côté de Washington, également le ministre de la Défense qui est dans le pétrin. Et on va se parler aussi de ce qui se passe du côté des annonces gouvernementales, les restaurants. Je vois Mathieu saliver les restaurants qui restent fermés du côté de Montréal et du Grand Montréal. On en reparle dans un instant. Est-ce que votre garage nécessite plus d'éclairage? Une seule ampoule au grenier et une autre au sous-sol ne suffisent pas pour vous procurer assez de clarté. Difficile de s'y retrouver. Voici Tri-Burst de Bell & Howell, le nouveau triple panneau d'ampoule à Bell incroyablement lumineux. Il transformera les endroits les plus sombres en un environnement pleinement éclairé grâce à 144 ampoules à Bell de forte intensité. Tri-Burst s'ajuste parfaitement dans toutes les prises standards. Et les panneaux peuvent diriger la lumière dans l'angle qui vous convient. Ce garage est éclairé avec une ampoule de 60 watts. Regardez le même endroit avec Tri-Burst. C'est le jour et la nuit.
Le garage sera maintenant tout illuminé lorsque vous arriverez à la maison. Il suffit de l'actionner pour un éclairage complet. Vos placards seront aussi transformés. Le cabanon mal éclairé sera illuminé comme en plein jour. C'est la façon idéale de se déplacer dans le grenier sans lampe de poche. Le secret, non pas un, ni deux, mais bien 3 panneaux Adel munis de 144 ampoules ultra brillantes qui s'orientent là où vous le voulez. Une ampoule traditionnelle peut difficilement éclairer ce sous-sol. Elle enregistre un ratio de 265 lumens. Installez le Tri-Burst et il indique 4000 lumens. C'est incroyablement lumineux. Aussi, les ampoules Adel ont une durée de vie de 50 000 heures et le coût est moindre qu'une ampoule de 60 watts. Il convient au garage, au sous-sol, aux terrasses. Au grenier, des ampoules de cette puissance peuvent coûter jusqu'à 200 $. Si vous recherchez un tel éclairage incroyablement lumineux, ne payez que 39,99 $ et la livraison est gratuite. Commandez maintenant et obtenez un deuxième Tri-Burst, ne payez que des frais séparés. Et ils sont accompagnés de la garantie de 5 ans de Bell & Howell. Commandez Tri-Burst maintenant pour un éclairage incroyablement lumineux. Appelez au numéro affiché à l'écran ou commandez en ligne à achetertriburst.ca pour obtenir votre Tri-Burst et la livraison est gratuite. Commandez maintenant. Yo! C'est de l'art, ça, man! De l'art! J'ai souvent l'impression que je retire beaucoup plus que je donne. Quand la pandémie est arrivée, on a réalisé qu'il y avait des besoins partout, en CHSLD, dans notre GMF et dans la communauté atikamekw de Manawan. Soigner les Autochtones, c'est une autre culture, donc c'est une rencontre un peu entre deux peuples. Pour gagner leur confiance, ce qui est le plus important, c'est de prendre le temps puis se mettre en mode d'écoute. Comme médecin de famille, peu importe le contexte de soins, j'ai réalisé que les solutions provenaient souvent des patients eux-mêmes. Ces gens-là essaient de prendre leur destin en main puis ils le font bien. La COVID nous a montré les deux côtés de la médaille. Autant l'être humain peut être individualiste, mais autant il peut être solidaire et il a une extrême capacité à s'adapter. Les médecins omnipraticiens du Québec ont présenté Prendre soin de vous. En plus d'apporter notre expertise médicale, nous sommes là pour vous écouter, vous soutenir et vous accompagner. Impossible d'aller au salon? Sentez-vous bel et bien grâce à Finishing Touch Flawless Sourcils. L'épilateur de précision qui retire les poils indésirables sans douleur. Pas de rougeur, pas d'irritation. Seulement des résultats de salon à la maison. Offert partout chez les bons détaillants. À la poule aux œufs d'or, on passe par toutes les émotions. J'y vais avec le... Oh my God. OK. On ajoute 100 000 Maintenant, vivez ces émotions avec nous les dimanches. 57 000 La vague des gros montants se poursuit. 100 000 Et ce qui ne changera jamais, c'est de partager ces moments de bonheur avec vous. La poule aux œufs d'or, ce dimanche 17h30. Parlons politique américaine maintenant. Allons trouver Richard en direct du côté de Washington. Aujourd'hui, 4 mars, c'est une journée importante parce que les conspirationnistes américains, Richard, avaient prédit le retour de Donald Trump derrière toi à la Maison-Blanche. C'est pas des blagues, Richard. Là. Ça circulait depuis des semaines maintenant et ça s'est intensifié au cours des derniers jours. Vérification faite, Richard, est-ce que Joe Biden est toujours le président ou Trump est revenu aujourd'hui? Je te rassure, Paul, Joe Biden est en fonction. On n'a pas vu Donald Trump autour. Joe Biden, en fait, qui recevait dans le bureau ovale la vice-présidente Harris, le secrétaire au Trésor, Pete Buttigieg, et des membres de la commission du transport et des infrastructures de la Chambre des représentants pour parler rien de sexy, de routes, d'autoroutes, de ponts, d'aéroports, mais la base de la gestion d'un État. Donc, il est bien en contrôle de ce qui se passe à la Maison-Blanche et à travers le pays pour ce qui est du gouvernement fédéral. Les conspirationnistes de QAnon, il faut parler d'eux, là, ces illuminés qui continuent de soutenir Donald Trump, avaient ciblé ce 4 mars-là, juste pour te rappeler, Paul, que jusqu'à l'élection de 1932, c'était effectivement à ce moment-là qu'on assermentait le président élu en novembre précédemment. On a adopté le 12e amendement pour changer ça et mettre ça le 20 janvier. Il y avait bel et bien deux pelés et 3 tondus là, autour du Capitole, attendant le grand moment qui n'est jamais venu, qui ne viendra jamais. Ils étaient dépassés en nombre par
les policiers et les membres de la Garde nationale qui ont entouré l'immeuble juste au cas où ça devait dégénérer, comme on l'a vu malheureusement le 6 janvier. On n'était pas prêt à avoir une telle réaction. On a renforcé aussi la sécurité avec ces barbelés au-dessus des clôtures autour du Capitole. Clôture controversée en passant, Paul, parce que les gens du secteur, mais aussi les élus, trouvent que ça paraît quand même assez mal d'entourer le Parlement américain d'une telle clôture, d'un tel système de sécurité. Juste te dire en terminant encore une fois que pour ce qui est des policiers et des membres de la Garde nationale, ils vont rester en ville encore un certain temps, mais on veut vraiment le plus possible disperser ces gens-là pour redonner à ce coin-là de la ville un semblant de normalité. Richard, cela dit, une des choses qui a marqué la gestion de la pandémie aux États-Unis, c'est le manque de cohésion entre le gouvernement fédéral américain et les États, entre les États également. Richard, parle-moi un peu des réactions suscitées par la décision du gouverneur du Texas, entre autres. Il y en a d'autres, mais surtout celui du Texas, de carrément lever toutes les contraintes. Le masque n'est plus obligatoire, la distanciation n'est plus de mise au Texas, même s'il y a encore des risques évidents. Voilà. Et puis, ça va plus loin, Paul. On rouvre les restaurants à pleine capacité, les espaces publics, les cinémas. On fait finalement comme si tout était redevenu correct et à la normale et sécuritaire. C'est vrai que cette décision de Greg Abbott, le gouverneur du Texas, choque et choque les gens de son État également. D'abord, bon, c'est certain qu'il y a un nombre de citoyens qui sont d'accord et qui sont impatients de revenir à la normale. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il a pris cette décision et il l'a annoncé sans consulter les autorités médicales, les responsables de la santé publique du Texas. Ça fait mal. Et parallèlement à tout ça, bon, et ça fait d'autant plus mal qu'on observe au cours de la dernière semaine une hausse de 27 des nouvelles infections. Je vais plus loin, Paul, je te parle aussi du Mississippi parce qu'il y a d'autres États, ils sont 15 au total à avoir levé des restrictions par rapport aux masques notamment. Mais le Mississippi, qui suit exactement la voie du Texas, Paul, au cours de la dernière semaine, 62 l'augmentation du nombre de cas. Ce qui fait dire au docteur Anthony Fauci, le responsable de l'Institut des maladies infectieuses qu'on connaît bien, là, que c'est carrément incompréhensible qu'on puisse, à ce moment-ci, prendre ce genre de décision. It just is inexplicable why you would want to pull back now. I understand the need to want to get back to normality, but you're only going to set yourself back if you just completely push aside the public health guidelines, particularly when we're dealing with anywhere from 55 to 70,000 infections per day in the United States. Pas juste de dire que le gouverneur Abbott s'accroche au fait que la vaccination va bien, mais c'est pas encore clair que ça a des résultats dans son État, mais c'est vrai que ça va bien ici. Écoute bien, plus de 2 millions de doses injectées là, à tous les jours depuis une semaine. C'est quand même assez impressionnant. Avant de se laisser, Richard, parlons politique un peu. Joe Biden perd des plumes dans les derniers sondages. Lune de miel qui a été très courte, 44 jours qu'il est à la Maison-Blanche. Et effectivement, l'Université Monmouth, qui suit sa popularité, constate qu'il récolte 51 d'approbation contre 42 de désapprobation. Tu vois, c'est un écart qui se restreint, d'autant plus qu'au lendemain de son arrivée à la Maison-Blanche, on lui a donné 54 d'approbation de pour et 30 de contre, un écart de 24 réduit à 9 Alors donc, il va falloir que il soit conscient de cet écart qui se restreint. Mais ce qui est quand même intéressant, je termine sur ça, Paul, c'est politique. Les idées qu'il met de l'avant sont populaires. Par exemple, le plan de secours de l'économie avec ce 1 400 $ qui irait à une majorité de citoyens. 62 des gens l'approuvent. La même chose, 53 des gens qui approuvent la hausse du salaire minimum à 15 $ l'heure. Donc, on voit quand même que l'homme reste, et là, on peut facilement imaginer que ce sont démocrates et républicains. L'homme ne récolte pas tout l'appui qu'il pourrait désirer, mais ses politiques sont assez bien vues de toute évidence. Richard nous parle en direct de Washington. Merci, Richard. On te retrouve au TVA Nouvelles. Retrouvons les juteurs. Maintenant, un mot d'abord sur Joe Biden. Est-ce qu'on peut conclure que la lune de miel achève ou est terminée ou c'est un épiphénomène dans les sondages? Mais y a-t-il déjà eu une lune de miel? C'est-à-dire, il a gagné ses élections dans un pays divisé, dans un pays fracturé. Il les a gagnées, il les a bien gagnées. Mais cet homme a été reconnu compétent, mais il n'a jamais été vu comme particulièrement charismatique. Il n'a jamais été aimé passionnément de l'électorat. On n'est pas devant un Obama ou un Trump qui était aimé passionnément par sa base. On est devant un honnête homme politique.
mais il n'y a jamais eu de lune de miel, puis il n'est pas parti pour en avoir une. Espérons qu'il puisse correctement gouverner. Remarquez, il a des chiffres plus favorables, lui, en ce moment, que Trump n'a jamais eu tout au long. Oui, mais les partisans de Trump étaient exaltés, comme les partisans de Biden ne le seront jamais. Parlons de l'ensemble de la population américaine, Mathieu. Mais Paul, si je peux juste donner un exemple de cette division dont tu parles. Le gouverneur du Texas a ajouté une couche. Il a dit que si jamais il y a plus de cas de COVID-19, c'est pas parce que lui, il a dit aux gens d'enlever le masque, il a ouvert les restaurants et ainsi de suite. Il a dit c'est parce que Biden laisse trop d'immigrants illégaux rentrer à la frontière parce que le Texas a une longue frontière avec le Mexique. Donc, même en mettant la vie des gens en danger, on joue de la politique aux États-Unis. Mm-hmm. Revenons chez nous maintenant, parce que là, les allégations qui ont été faites hier à Ottawa sont extrêmement sérieuses. Je résume rapidement. L'ancien ombudsman des Forces armées est venu témoigner en comité parlementaire qu'il y a 3 ans. Il a prévenu celui qui était ministre de la Défense à l'époque, M. Sajjan, qui l'est toujours aujourd'hui, des allégations d'inconduite sexuelle du chef d'état-major des Forces armées canadiennes, Emmanuel Vance. Et que le ministre de la Défense, au fond, se serait tourné la tête, n'aurait non seulement rien fait, mais n'aurait pas voulu entendre nécessairement les allégations comme telles. C'est sérieux, Emmanuel? Est-ce que ce ministre a encore un avenir politique devant lui? Moi, c'est rare que je tombe dans le ministre doit démissionner, là, mais pour moi, ça, c'est un cas absolument flagrant. Je ne peux pas concevoir que M. Trudeau garde Harjit Sajjan comme ministre de la Défense. C'est absolument grave. Pense-y, il est ministre de la Défense. On vient le voir, on dit, on m'a fait une plainte contre le chef d'état-major. La victime ne veut pas qu'on dévoile son nom. Qu'est-ce que je fais? Voici les preuves. Et lui, non seulement il veut pas les entendre, alors que pourtant, on vient lui demander conseil sur quoi faire. Après ça, il va voir le conseil privé, puis il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Le conseil privé regarde, dit, écoutez, la femme ne veut pas parler. Nous, on ne peut pas aller plus loin. Et là, lui, il a dit, bon, bien, très bien, moi, on tourne la page, puis je continue à gouverner. Alors qu'il sait qu'il y a des allégations graves qui pèsent sur son chef d'état-major. Il n'est pas curieux de savoir ce qui est arrivé. Il ne pose pas de questions. Quand on regarde la loi sur la défense, les experts s'entendent pour dire qu'il y avait un arsenal, une variété de mesures qu'il aurait pu faire. Là, il aurait pu demander une enquête, il aurait pu demander à M. Vance. Puis le pire, c'est qu'il ne dit pas à son premier ministre. Alors, cet homme-là, sur lequel pesaient des allégations très graves, a continué à être chef d'état-major pendant 3 ans. Pensez-y. Et là, M. Trudeau n'est pas au courant. Puis là, c'est inconcevable. Parce que non seulement, moi, comme premier ministre, je n'aurais plus confiance en lui, mais maintenant, on se dit comment les membres des Forces canadiennes peuvent avoir confiance en lui. Parce que sa priorité, c'était pas de protéger les hommes et les femmes des Forces canadiennes. Sa priorité, on l'a vu, en refusant d'entendre la preuve et en refusant de se salir les mains dans ce dossier-là, sa seule priorité, c'était de se protéger, lui, politiquement. Et ça, c'est impardonnable. Oui, mais en plus, on a tendance à oublier que c'est une exception, mais Harjit Sajjan était dans les Forces armées pendant de nombreuses années. Il s'est même attribué un mérite qu'il n'avait pas, d'avoir été le mastermind du plus grand combat des troupes canadiennes en Afghanistan. Mais passons, il était là, il connaissait justement tous les faits et gestes de tout le monde. Peut-être qu'il refusait parce que c'est le genre de choses qu'il ne voulait pas toucher, parce qu'il sortait de cette boîte-là. On parle de l'Ombudsman, une institution créée pour donner confiance aux Canadiens dans une de nos plus importantes parties du gouvernement, c'est-à-dire toute la défense nationale. Et j'ajouterais que pour M. Trudeau, c'est une question identitaire. Il a toujours dit qu'à la moindre indication d'inconduite sur ces questions-là, il allait agir. Alors qu'il y a un mur en ce moment pour défendre Sajjan, parce que M. Trudeau ne veut pas le perdre. Mais je suis d'accord avec Emmanuel, c'est difficile d'entrevoir comment il peut rester. Il a nié hier in extremis, mais le témoignage est assez détaillé de l'Ombudsman. Donc, c'est une situation, je crois, intenable. Trudeau, je crois, va être obligé d'annoncer qu'il ne peut pas rester. Mathieu? Oui, ben, je pense que c'est le genre de dossier qui ne peut pas tâcher le gouvernement Trudeau, c'est-à-dire qu'il veut un dossier immaculé en ces matières. En plus, c'est des enjeux qui prennent beaucoup d'importance aujourd'hui. Donc, tolérer une telle présence dans son gouvernement, l'homme qui détourne le regard devant une histoire comme celle-là, qui bouche les oreilles, qui détourne le regard, qui dit « Non, quoi, qu'est-ce qui se passe? » C'est intenable dans un tel gouvernement. Il y a occupé en plus la prédisposition, je crois, naturelle de M. Trudeau là-dedans, c'est pas d'avoir une forme de sympathie pour le dire, par exemple, je comprends qu'il ait détourné le regard.
J'ai pas l'impression qu'il soit appelé un grand avenir politique dans les circonstances. Et il y a un autre élément qui est très grave dans cette histoire-là, c'est que les gens là, qui connaissent tous les rouages, là, des manœuvres de coulisses, etc., c'est que derrière tout ça, toute cette soupe d'allégations, il y a beaucoup de rumeurs de règlement de compte. Les tensions entre M. Sajjan et l'ombudsman qui se reprochent l'un l'autre d'avoir voulu se nuire. Après ça, les rumeurs de règlement de compte ou en termes d'allégations au sein de l'état-major. Alors, mettre tout ça ensemble, et c'est comme un climat totalement toxique là, et ingérable, mais à la tête des Forces armées canadiennes. Alors, morale histoire, dans les Forces armées canadiennes, en ce moment, on était en train de se dépatouiller de ça, au lieu d'avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce que les Forces armées canadiennes pourraient faire pour aider à la vaccination au pays, par exemple, au-delà d'envoyer un roi de la logistique s'occuper des livraisons. Mais comme on a déjà vu ici à la Joute, la personne qui a remplacé Vance était obligée de démissionner quelques jours après être entré en fonction pour des allégations similaires. L'année dernière, on avait le dossier de l'amiral Mark Norman, qui était le deuxième plus haut gradé de toutes nos forces armées. Il a pris une des meilleures avocates de Toronto et il y a eu tellement de chamboulage. Il y a un ministre qui était obligé de démissionner en provenance de Halifax parce que la soupe était juste devenue trop chaude pour M. Trudeau. Donc, il y a erreur après erreur dans la haute gestion des forces armées. On se croirait... Il y a un Canadien à la tête de NORAD aussi, il ne faut pas l'oublier, lui non plus. Qui a eu une aventure avec une subordonnée américaine, alors que l'adultère est interdit dans les Forces armées américaines. Ça lui a coûté son poste à lui aussi. Donc, définitivement, il y a un problème à un moment donné, là. Si la vie vous intéresse. Ne bougez pas. À la Joute, dans un instant, je vais avoir votre opinion sur la recette qui a été annoncée hier, la recette de gestion de la pandémie par le gouvernement. Avait-il les bons ingrédients, le bon dosage? On va entendre les jouteurs là-dessus dans un instant. Le chef d'état-major de l'armée qui a dû démissionner après seulement un mois de mandat pour des inconduites sexuelles. Son prédécesseur qui est sous enquête pour les mêmes raisons. Le ministre de la Défense qui est dans l'embarras parce qu'il en savait un bout. Le ministre de la Défense peut garder ses fonctions. Je vous en parle dans un instant. Rentabilisez chaque dollar dépensé avec la carte Dividende CIBC Visa Infinite. Avec une prime de bienvenue de remise en argent sur vos achats d'essence et d'épicerie, vous remettrez plus d'argent dans vos poches avec la carte Dividende CIBC Visa Infinite. CIBC, de vos idées à la réalité. Toi, t'étais mannequin. Qu'est-ce que t'as pas aimé? J'ai vraiment été témoin de filles qui étaient malades, des commentaires sur mon physique. C'est vraiment une industrie que j'aille. Il t'a annoncé, il dit, hey, nos chemins vont se séparer. C'est une peine d'amour, tu sais, ça s'est terminé par téléphone. Je suis restée amère. Des fois, il me disait, à soir Boston, là, on est prêt. Ah non, Marc, ça me tente pas, ça. Quoi, ça te tente pas? Là, il mordait, là. T'as dit, là, le meilleur poisson tu peux avoir. Ça finit bien la semaine. Demain, 19h. Une présentation de Maison La Prise. Souffrez-vous de douleurs aux jambes et aux pieds, de douleurs arthritiques ou de problèmes circulatoires? Essayez le promoteur de circulation Dr. O maintenant. Mon système stimule les nerfs et les muscles. Il détend les muscles, améliore la circulation sanguine et soulage la douleur. Ce système est recommandé pour soulager les maux aux pieds et les jambes si vous avez des douleurs sciatiques et souffrez de neuropathie et avez un problème de circulation sanguine dans les jambes. De plus, le système du Dr. O soulage les douleurs musculaires. Il suffit d'apposer les coussinets sur la peau pour soulager les tensions au cou et aux épaules, au dos et aux genoux. Il soulage aussi les douleurs aux articulations. Mon système est un appareil neurostimulation. Et grâce à notre technologie exclusive AMP, ce stimulateur émet plus de 300 pulsions automodulées. Ça signifie que vos muscles n'auront pas à subir encore et encore une récurrence neuromusculaire. J'utilise moi-même cet appareil et je le recommande à tous mes patients. Il peut être utilisé avec des médicaments. Il est portable et le soulagement est rapide. Appelez maintenant et obtenez le promoteur de circulation Dr. O pour 5 paiements de 49,99 $. Mais attendez, profitez davantage de cette offre télé, nous assumerons un versement. Donc, seulement 4 paiements de 49,99 $. Vous recevrez en plus une pochette de voyage. Appelez maintenant et votre achat n'en sera qu'amélioré avec 4 coussinets, 2 grands formats et 2 autres pour les soins de pied. Une valeur combinée de 85 $ et c'est inclus et sans aucun médicament. Vous profitez aussi d'une garantie de remboursement de 90 jours. Mais attendez, utilisez le code NOPAIN et recevez le vaporisateur Pain de Dr. O, ne payez que des frais séparés. Pour vous qui avez visité un chiropraticien ou un physiothérapeute, vous connaissez déjà cette technologie. Vous pouvez maintenant l'utiliser à la maison, ce qui signifie un soulagement rapide là où vous êtes, quand bon vous semble. Appelez maintenant pour obtenir l'ensemble complet avec en prime le vaporisateur Pain, mais vous devez commander maintenant.
Bonjour, Geneviève Rioux, présidente provinciale de la FARIC. La FARIC, c'est une famille, c'est une fédération qui vous défend, qui vous écoute, qui vous supporte. Adhérer à la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec, c'est faire partie de la solution. Un nouveau jour se lève. C'est le moment de vous lancer. Le moment de tracer votre propre voie. Pouvez-vous incarner le progrès? Pouvez-vous créer un monde meilleur? Nous le pouvons et nous le ferons. Voici l'aube d'un nouveau jour. Voici le nouveau Volkswagen. Volkswagen. Aidez-nous avec une cause qui nous tient à cœur. Pour le mois des câlins, procurez-vous dès maintenant votre embellisseur lèvres rose câlin de Clarins. Pour chaque produit vendu, 10 $ seront remis à la Fondation CHU Sainte-Justine. Disponible exclusivement chez Jean Coutu. L'actualité est toujours en mouvement. Nouvelle de dernière heure, ça s'est passé vers 12h45. Une nouvelle qui continue de se développer. Julie Marcoux. On va passer une partie de l'après-midi ensemble. Est 100% nouvelle. En semaine dès 13h sur LCN. Évidemment, ceux qui passent à l'orange vont être contents, mais il y en a malheureusement qu'on doit garder dans le rouge. On pense que c'est un risque qui est bien calculé. Demain matin, il n'y aura pas des parties de hockey, là, malgré que tout le monde aurait bien envie d'en voir. Là. Désolé, M. le Premier ministre, mais ce n'est pas demain matin que ça va arriver. Donc, revenons sur le point presse et les annonces d'hier. Rapidement, comment vous évaluez, l'un après l'autre, Tom, les mesures, enfin, les décisions du gouvernement, le dosage? Très sage, et je pense qu'on commence à apprendre de ce qui s'est passé par le passé, parce qu'ils n'ont pas refait l'erreur de donner l'impression que ça s'ouvrait tellement que les gens entendaient juste « yeah, c'est fini, puis on va avoir un autre pic ». Alors, attendons de voir le résultat, s'il y a justement une augmentation après la semaine de relâche. Garder Montréal et les Laurentides fermés, même si dans les Laurentides, il y a très peu de cas, mais il fallait éviter que tout le monde se transpose de Montréal vers la campagne. Moi, je pense qu'ils ont vraiment réussi cette fois-ci à trouver un dosage sage. Ça va être juste pour quelques semaines parce que c'est une course contre la montre. Puis il va falloir que le gouvernement commence à livrer là, pour les vaccins parce que la cadence n'est pas très, très forte en ce moment. Manuel? Oui, je suis d'accord. Si le Québec vaccinait au même rythme que les Américains, on donnerait 52 000 vaccins par jour. Alors, on est encore loin de ça. Objectivement, en ce moment, il devrait en donner 25 000. On est à 16. On est encore loin du compte. Pour le reste, moi, je pense qu'il a trouvé le bon dosage parce qu'il s'agit de voir les projections, les études de l'INSPQ aujourd'hui. Même avec une adhésion forte aux mesures sanitaires dans la région de Montréal, il y a un risque qu'on se retrouve quand même avec 1200 cas par jour d'ici le 1er mai. Ça, c'est si tout le monde est ultra discipliné. Donc, le risque, il est réel. Moi, je pense que jusqu'à Pâques, là, il faut endurer la tempête. Malheureusement, mon pauvre Mathieu. Non, mais c'est amusant, parce que je l'avais dit, là, il y a la semaine de relâche, ensuite, il y a Pâques, ensuite, il va y avoir la Saint-Jean. Ensuite, une fois que c'est dit, donc, il y a toujours un nouvel horizon pour juste... Il y a les élections après. Mais oui, puis ensuite, il y a mon anniversaire le 20 août, donc on en a pour un bon moment. Il y a le 1er juillet, la fête du Canada aussi. Mais là, je l'avais oublié, celle-là. Comme ça. Mais il y a le 14 juillet. Alors, quoi qu'il en soit, non, je pense qu'il faut envoyer un signal de déconfinement graduel chaque fois. Donc, pour peu qu'il y ait un pas qui soit pris dans la bonne direction chaque fois, je pense que l'opinion écoute, que les Québécois écoutent. S'il y avait une forme de glaciation, c'est-à-dire, bon, on ne bouge plus, là, je pense qu'il y aura un décrochage. Mais là, tout le monde voit le signal, c'est qu'on peut changer de région, de couleur d'une semaine à l'autre. Manifestement, ça s'améliore d'une semaine à l'autre. Donc, tout en sachant qu'on ne reviendra pas d'ici quelques semaines ou quelques mois à la vie d'avant la pandémie, ça, je pense que c'est plus 2022, tout le monde comprend que ça peut bouger si les efforts sont faits. Donc, de ce point de vue, c'est un bon signal. Sur le simple plan politique, ça envoie le signal que pour peu qu'il y ait discipline, il y a ensuite ouverture possible. Ensuite, que le gouvernement fasse son travail de vaccination massive, ça, c'est plus qu'urgent. Mais je pense que c'est un bon dosage hier. C'est le signal dans la bonne direction. Et concernant la vaccination, Emmanuel, ça ne pourra que s'améliorer, la cadence, en tout cas, compte tenu des nouveaux vaccins. Il va falloir que ça... Je comprends que... Oui, mais c'est parce qu'en ce moment, on vaccine en deçà des doses disponibles, entendons-nous. Et je pense que c'est ça on ne vaccine pas autant et aussi vite qu'on le pourrait à la lumière des doses disponibles. Et la réalité... c'est que pour réussir à utiliser toutes les doses qui vont rentrer au Québec dans les prochaines semaines, il faut vacciner 2 fois plus qu'on le fait en ce moment. Ça, c'est juste pour se rendre à mars, là. Ça, c'est pas des grosses quantités. À partir d'avril, là,
ça va être, c'est 1,5 million de vaccins par semaine qui vont rentrer. Là. Non, on a une construction Alors, il va falloir que le bureaucratique. gouvernement accélère. Là. Hier, on nous a annoncé que les proches aidants de 60 ans et plus pouvaient se faire vacciner. Puis là, ils ont changé ça pour 70. Là, il y a un problème évident. Et justement, s'il y a des doses qui restent à la fin de la journée, on ne peut pas recongeler et ainsi de suite. Il va falloir trouver un autre système. C'est bien beau d'avoir quelque chose où on s'enregistre en ligne puis on fait des coups de téléphone, mais ce n'est pas en train de donner les résultats. En administration publique, il y a deux choses, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qu'ils sont en train de faire, ça ne marche pas. À suivre donc au cours des prochaines semaines. Tom, Emmanuel, Mathieu, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous à la joute, ce qui nous amène à joindre Jean-Charles dans son formidable studio de TVA Sport. Salut Jean-Charles. Comment vas-tu, mon cher Paul? Ça va bien, ça va bien. Écoute, ça revient vite, là. Hein? Encore Winnipeg qui joue contre le Canadien ce soir. Chaque match, Jean-Charles, est un match de 4 points quand même. Exactement. C'est la beauté de ce calendrier, si bien que quand il y a eu de la panique dans les 5 défaites et que les gens ont dit que le Canadien va rater les séries un instant, tu peux battre la même équipe dans un dos-à-dos, 2 soirs collés, puis whoop, tu les as devancés au classement alors que tu croyais que tout le monde croyait qu'il t'avait perdu dans la brume, comme on dit dans le jargon. Mais la grosse nouvelle aujourd'hui, Paul, Carey Price, qui est le gagnant des 2 dernières victoires du Canadien devant le filet de l'équipe, dont celle de mardi contre les Sénateurs, cède sa place à Jake Allen ce soir. Dans le premier match suivant le congédiement du coach des gardiens, Stephen Wade, il y a une rupture de ton et un changement de philosophie et d'approche envers Price. On en parle à JC de 17h. Intéressant. Bonne émission, Jean-Charles. Salut, Merci Paul. d'avoir été là. À demain, tout le monde.